Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Aux informateurs qui lui rapportaient que l'Allemagne ne faisait pas la bombe atomique, le chef militaire du projet Manhattan, le général Groves, qu'on va retrouver dans cette émission, répondit « Eh bien, vous avez peut-être raison, mais vous ne pouvez pas en être certain. Ces nazis, ils savent se faire obéir de leurs savants bien mieux que je ne me fais obéir des nôtres. » Et jusqu'au bout, les Américains vont agir comme si les Allemands étaient en train de fabriquer la bombe. Du côté de Vichy, la question atomique n'était pas enterrée. En effet, le gouvernement du maréchal Pétain savait tout de la trame passée des affaires atomiques et des questions d'armement. Il était impossible à Joliot de réussir à cacher quelques secrets importants. Ce qui veut dire que Vichy, vous avez bien compris, il savait très bien que dans le laboratoire de synthèse atomique d'Ivry, des recherches sur la désintégration explosive et sur les problèmes de guerre avaient été entrepris. Quant à Joliot, il ne renonçait pas à ses liens avec le monde industriel. Son agenda des années de guerre dénote même une espèce de frénésie à tisser avec le monde industriel des rapports pour la mise en valeur de ses brevets. Il était estimé, en plus de ce monde industriel, sous la Troisième République déjà. Il va le rester sous Vichy. Beaucoup de ces hommes, de ces équipes, de ces entreprises se retrouveront d'ailleurs dans les réalisations du CEA sous la Quatrième République, vous verrez. C'était un homme déjà très fréquentable avant-guerre. Il allait le devenir tout à fait une fois élu académicien des sciences au cours de la séance secrète du 21 juin 1943. Il a été également élu à l'Académie de médecine en novembre 1943, le prix Nobel en 1935, les académies en 1943. Joliot gravit une à une les marches du cursus honorum de la carrière scientifique. Du coup, le tout frais académicien des sciences a reçu 2 mois après son élection à l'Académie une lettre du secrétaire d'État aux communications, Jean Bichelonne. Le ministre de Vichy proposait ni plus ni moins de faire un CEA avant la lettre. Il donnait carte blanche à Joliot pour toutes les recherches sur la désintégration atomique, pour la séparation isotopique de l'uranium-235 et promettait de lui fournir toutes les autorisations auprès des autorités allemandes, d'ouvrir tous les crédits nécessaires pour tous les laboratoires, de fournir toutes les matières premières, de mettre à disposition tous les collaborateurs appelés au STO, enfin, de proposer la meilleure grille de salaire possible pour les scientifiques, tout ça à la convenance du savant. Et pourtant, Joliot va refuser l'extraordinaire pont d'or ministériel. À la lettre de Bichelonne, il répond le 27 août 1943 « Je crois qu'il serait pratiquement impossible et surtout peu opportun de reprendre nos anciennes expériences et je ne le désirerais pas. » La séparation isotopique signifiait en clair la fabrication d'uranium-235, qui est la seule matière fissile vraiment connue des Allemands, leur seul accès à la bombe atomique. Le savant renvoyait du coup au calendrier grec la réalisation d'un tel projet industriel. Comment est-ce qu'on peut interpréter l'extraordinaire quand même proposition de Bichelonne de bâtir une espèce de CEA vichiste ? Lors d'un entretien à Londres, au début septembre 1944, Joliot va donner aux anglo-saxons son sentiment sur cette affaire. Il ne doutait pas un instant, c'est ce qu'il leur a dit, que derrière cette mirobolante proposition de Vichy se cachait en fait le projet de travailler sur la bombe atomique. Il n'est pas fou. Il a dit aux physiciens anglo-saxons, je cite, « Les Allemands trouvant que lui, Joliot, ne travaillait pas sur TA, la fameuse bombe atomique, et qu'il ne voulait pas collaborer avec eux, ils avaient eu recours au gouvernement de Vichy pour essayer de le persuader de reprendre son travail. » Et pourtant, il lui aurait suffi de reprendre les recherches sur la bombe pour qu'il devienne un des hommes phares du régime de Vichy. Il ne l'a pas fait. Mais il avait compris quand même, du jour où il a reçu la lettre de Bichelonne, c'est ce que je disais au départ, que quand les politiques veulent quelque chose, il n'est alors plus question d'argent ou d'obstacles juridiques qui tiennent. Au temps de la drôle de guerre, la France n'avait pas eu à quémander le droit d'être membre du club des recherches atomiques, elle l'était de fait. Son exclusion, consommée par la défaite de juin 40, a été enregistrée par l'accord du 19 août 1943, qu'on appelle l'accord de Quebec Agreement. L'accord signé entre Churchill et Roosevelt stipulait que ni le Royaume-Uni, ni les États-Unis ne livreraient aucun secret à un pays tiers sans l'accord réciproque de l'un et de l'autre. Exclu de tous les pourparlers atomiques, la France libre, grâce aux physiciens français qui travaillaient indirectement sur le projet TA, était informée quand même des progrès américains,
En effet, le comité d'Alger a été très tôt prévenu du projet Manhattan. Une partie singulière va donc se jouer entre les alliés qui voulaient ne rien dire et ne rien partager et le général de Gaulle qui savait le rôle primordial des armes modernes dans la guerre et dans la paix. Beaucoup d'historiens de la Seconde Guerre mondiale ont négligé en fait le fait que lors des deux grands débarquements en France, celui du 6 juin 1944 en Normandie et celui d'août 1944 en Provence, des scientifiques américains de très haut rang ont débarqué en même temps que des millions de fantassins. La guerre technologique et scientifique a toujours été en fait sous-jacente à la guerre opérationnelle. Il faut rappeler que pour obtenir l'autorisation de débarquement dans le Midi avec des troupes et un commandement français, le général Delattre avait dû se résoudre à signer, écoutez bien, l'engagement que la France n'entreprendrait aucune recherche sur le matériel allemand qui serait récupéré sur son territoire. Juridiquement, les Français avaient les mains liées en matière de technologie et de science. Les membres d'une mission américaine posèrent donc le pied presque en même temps que les premières vagues d'assaut. La mission avait pour but de démanteler les installations atomiques allemandes et de faire prisonniers tous les savants atomistes allemands. Le général Groves a donc mis sur pied une mission qu'il a baptisée Alsos, qui signifie bosquet en grec. La mission Alsos était composée d'un groupe de choc et d'un groupe de physiciens-chercheurs. Le colonel Pache s'occupait des coups de force. La direction scientifique était confiée à Samuel Goudsmit, un physicien remarquable d'origine hollandaise. Il a étudié en Allemagne, connaissait toute la fine fleur de la physique européenne, avait reçu le grand physicien allemand Heisenberg dans son laboratoire et avait été même photographié à côté de lui. Et naturellement aussi, il connaissait Joliot. L'équipe de la mission Alsos comprenait aussi William Albert Noyes, qui parlait parfaitement le français. Lui aussi, vieille connaissance personnelle de Frédéric Joliot. Le commando Alsos avait donc à sa tête un colonel qui maîtrisait parfaitement le russe, des adjoints qui parlaient allemand et français et connaissaient personnellement l'élite de la physique européenne, et il comptait parmi ses membres un savant de toute première qualité. Et muni de toutes les autorisations spéciales, de tout l'argent nécessaire, vous l'imaginez, la mission disposait de la totalité des atouts pour mener à bien la tâche que le général Groves lui avait confiée, savoir exactement où en était l'Allemagne en matière de recherche nucléaire. Le commando devait, si nécessaire, prendre ou faire prendre les dispositions pour que l'Allemagne ne dispose jamais de l'arme atomique. Et ce commando avait carte blanche. Notre travail consistait à suivre immédiatement le courant de l'invasion en Europe et à pénétrer également de notre propre initiative en territoire ennemi. Et c'est pas neutre. Les physiciens américains, spécialistes de la bombe atomique, ont été les premiers représentants des États-Unis à entrer dans Paris libérés. Ils avaient hâte de rencontrer Joliot, que le général Groves tenait en grande suspicion, encore une fois. Et ils ont eu une belle frayeur en apprenant que des produits finis et semi-finis de sulfate de thorium avaient été enlevés au nom de la société chimique allemande Auer le 27 juin 1944. Toute la cargaison de thorium avait été chargée sur des camions militaires à l'usine de Cerquigny, dans l'Eure, puis le tout était parti pour l'usine d'Oranienburg, près de Berlin. Le tonnage pris par les Allemands était de 166 tonnes de sulfate de thorium, correspondant à 73 tonnes d'oxydes totaux, y compris les oxydes de terre sérique. Les membres de la mission Alsos étaient consternés. Si les Allemands avaient emporté 166 tonnes de thorium, c'est qu'ils maîtrisaient peut-être la fabrication de l'uranium-233. Et forcément, ils pensaient que les Allemands n'avaient pas le retard technique supposé, mais au contraire une avance prodigieuse. Et si la bombe allemande était à l'uranium-233 ? Et le mystère du thorium, du coup, allait devenir pour eux une véritable obsession. Les membres de la mission vont conclure que tout ce qui leur avait été dit risquait d'être incomplet. S'accrochant au basque, du coup, de la 2e division blindée de Leclerc, ils vont suivre la folle ruée en Alsace. Les gars de Leclerc, comme on dit, ne se sont jamais doutés que leur action allait avoir des conséquences inattendues en matière d'information sur la bombe atomique. Les chercheurs allemands ne se doutaient pas de l'arrivée des Français et ils n'ont jamais pu rien évacuer de leurs papiers secrets. Et les agents américains de la mission Alsos sont arrivés à Strasbourg le 23 novembre 1944. Les combats faisaient encore rage quand ils sont entrés dans la ville. Parcourant les quartiers en tous sens, on imagine, ils allaient finir par découvrir, dissimulé dans une aile de l'hôpital de Strasbourg, un laboratoire de physique nucléaire. Sous les obus allemands,
qui pilonnait la ville depuis la rive droite du Rhin, la privant d'électricité. Même Samuel Goodsmith et l'ingénieur Fred vont déchiffrer à la lueur des chandelles 2 jours durant les papiers saisis.